Maintenant, est-ce que cette thématique s'est traduite d'un point de vue architectural? Quand on a vu la thématique, il fallait qu'on trouve une architecture qui soit tout sauf urbaine et artificielle. Qui dit préserver la planète, dit terre, dit terroir, dit nature, dit rural. Et donc on a essayé vraiment de rester dans cette thématique et d'aller chercher ce que peut offrir le Maroc dans le monde rural. Et tout naturellement, on s'est tourné vers la Casbah, qui nous a semblé bien traduire ce que nous voulions faire passer comme message. Et d'ailleurs, c'est une énorme rupture par rapport à ce que nous avons fait les années précédentes, enfin les décennies précédentes, puisque ça fait plus d'un siècle que le Maroc participe aux expositions universelles. Et on a toujours participé avec des palais andalous. Vous pouvez revenir jusqu'en 1897, ça a toujours été ça. Et c'est vraiment la première fois qu'on a une Casbah. Mais on trouvait que c'était ce qu'il fallait faire pour cette thématique. Est-ce qu'on peut dire que le choix de la Casbah répond aussi à la thématique d'un point de vue écologique? Oui, la Casbah, bien sûr. La Casbah répond à la thématique écologique puisqu'elle est construite, disons, traditionnellement uniquement en terre et en bois. Alors nous, bien sûr, pour les besoins de l'exposition, on a des structures autres, mais la majorité des matériaux qu'on a utilisés sont effectivement des matériaux bio, donc du bois, de la terre, et vraiment on a mis un point d'honneur, même si c'était beaucoup plus compliqué d'un point de vue construction, on a mis un point d'honneur à ne pas construire, voilà, en parpaing recouvert de terre, chose qui aurait été beaucoup plus facile et peut-être moins coûteuse également. En termes de scénographie, là aussi on s'est dit, on va se baser finalement sur l'inconscient collectif et sur le ressenti d'un visiteur qui vient au Maroc. Et très souvent, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils ont comme souvenir des odeurs, des parfums, des senteurs, des couleurs, des lumières. Finalement, c'est ce que retient le visiteur quand il vient au Maroc. Personne ne nous dit j'ai vu tel monument ou j'ai été marqué par tel. C'est vraiment ce que retiennent les gens finalement. Tourne autour des sens. Et on s'est dit, on aimerait quand même refaire vivre aux visiteurs cette aventure, bien sûr sur un fond d'agriculture puisque c'est la thématique, mais on a voulu vraiment faire traverser aux visiteurs le pays. Et finalement, la scénographie tourne autour de ça. Le visiteur rentre dans la Casbah par le nord, traverse 5 régions, sort par le sud, traverse 3 écologies de jardins traditionnelles du Maroc. Et voilà, c'est un petit tour du Maroc que nous lui offrons le temps de quelques minutes. Vous disiez tout à l'heure aussi que l'Italie attendait le Maroc de pied ferme en raison de sa gastronomie. Il y a aussi un restaurant takeaway dont le chef Moha dirige les cuisines. Alors bien sûr, on ne pouvait pas faire un pavillon marocain dans cette thématique sans avoir un restaurant. C'est la première fois qu'un pavillon marocain met en place un restaurant takeaway, un restaurant de manière absolue, mais un restaurant takeaway aussi. Le choix du takeaway a été dicté par la nécessité de débiter un grand nombre de repas d'abord, et parce que les gens dans une expo universelle n'ont pas beaucoup de temps. Ils font déjà la queue à l'entrée pour entrer au pavillon, etc. Alors même s'ils sont là pour manger, ils ne veulent pas perdre 2 heures ou 2 heures et demie à être servis à table. Donc le choix s'est fait de cette manière-là. Par la suite, donc, on a consulté Chef Moha, qui dès le début a montré un intérêt pour le projet, parce que c'est quand même l'un de nos meilleurs ambassadeurs à l'étranger et qu'il a cette envie finalement de communiquer, de faire passer nos recettes traditionnelles, mais toujours avec une petite note quand même de modernité. C'est ce que nous avons apprécié dans sa manière de voir les choses. Alors forcément, il a travaillé avec nous les fiches techniques et donc les recettes, mais d'un point de vue production, il a fallu qu'on fasse appel à ce sont même pas des restaurateurs en fait, ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler pour les collectivités. Parce que c'est vraiment un métier à part. Débiter 400, 500, 600 repas par jour, c'est pas de la restauration, c'est pas du travail de traiteur, c'est vraiment de la collectivité. Et donc il a fallu qu'on forme des équipes en Italie et en France. Donc on partage les menus entre les deux
pour justement faire réussir ces recettes de chef Moha et réussir à les rendre voilà, faciles à présenter, faciles à emporter. La particularité du pavillon marocain, c'est aussi le concept store où sont vendus des produits du terroir. Quelques mots aussi pour nous présenter cet espace. Alors là aussi, pour le concept store, il a fallu faire un énorme travail de préparation, puisque c'est pas comme dans un salon où on expose des produits pendant 10 jours et où on les vend. Il fallait vraiment trouver les produits qu'on allait pouvoir vendre pendant 6 mois. Donc c'est quasiment le montage d'une boutique qui est censée être rentable. Donc là, on a fait une sélection là aussi de produits avec le ministère de l'Agriculture, donc en ce qui concerne les produits du terroir. À côté de ça, on a sélectionné un certain nombre de produits d'artisanat, mais on a essayé quand même de rester proche de l'art de la table, donc de pas trop nous en éloigner. L'objectif, c'était pas de monter un souk, mais plutôt d'avoir une boutique qui répond quand même à la thématique. Et là aussi, il a fallu faire appel à un opérateur qui est en fait spécialisé dans le montage des boutiques éphémères. C'est quelqu'un qui monte par exemple une boutique pour une Coupe du Monde, pour un tournoi de foot, pour ce genre de choses, parce que le business model est assez différent. Et voilà, on s'est fait aider de ce côté-là, parce que bon, c'est pas notre métier de vendre. Et donc l'idée, c'est de faire un partenariat. Donc on a fait un partenariat. Nous, on choisit les produits, on fixe les prix, et lui, en fait, il opère pour notre compte. Il recrute les équipes et il opère pour notre compte. Et il semblerait que la boutique du pavillon marocain soit la plus belle et la plus fréquentée de l'expo. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit quand on vient chez nous. Et c'est vrai qu'on a énormément de succès et on vend vraiment plutôt bien les produits. Comment est-ce que se répartissent les recettes justement faites par ce concept store ou bien aussi par le restaurant? Grosso modo, les deals que nous avons faits avec l'opérateur de la restauration ou l'opérateur du concept store se fait de la manière suivante. Nous, on fournit tout l'investissement de départ, c'est-à-dire les étagères, la conception, etc., la formation des équipes. Eux recrutent le personnel et on se partage à peu près la marge. Voilà, donc cette marge, donc ce que nous allons récupérer, c'est ce qui est censé financer par la suite les animations dans le pavillon. Puisqu'on cherche quand même à faire vivre le pavillon. Le budget qu'on avait était à peine suffisant pour monter le projet. Et donc on espère que les recettes du concept store et du takeaway vont nous permettre d'animer le pavillon pendant les 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est donc des coopératives qui ont fourni, on va dire, des produits au concept store? Est-ce qu'une partie des recettes leur sont reversées ou pas? Alors en ce qui concerne les coopératives qui nous ont fourni, on ne leur reverse pas une recette, on leur achète carrément leurs produits en fait. Donc ce n'est pas une dépôt-vente. On achète de chez eux le produit et on le revend. Et voilà, donc on espère qu'il va être vendu parce que de toute façon, s'il y a une perte, on a décidé que le pavillon allait assumer cette perte éventuellement. Mais on ne pouvait pas pénaliser les coopératives qui ont déjà beaucoup de mal à investir. On ne pouvait pas les pénaliser et les faire attendre, leur faire attendre la fin des ventes pour pouvoir les payer. Donc vraiment, c'est de l'achat tout simple et de l'achat-vente. Vous avez été confronté, j'imagine, un autre enjeu, c'était de représenter le folklore sans comment dire, tomber dans le cliché et en même temps montrer une image moderne du Maroc sans pour autant aller trop loin dans cette image. Comment est-ce que vous avez réussi à conserver un équilibre? Je crois que ce qu'on a essayé de faire passer comme message, c'est ce fameux Maroc pluriel dont on parle tellement aujourd'hui. Le Maroc est un Maroc de contraste, de disparité, de modernité, de tradition. Je crois que c'est la réalité et c'est ce que nous avons essayé tout simplement. On a essayé de rester finalement très vrai et très naturel. On a une scénographie par exemple qui est extrêmement moderne dans le traité, mais les films que nous montrons montrent vraiment le rural marocain, donc c'est très traditionnel. De la même manière, on offre une cuisine traditionnelle mais présentée de manière moderne. Le concept store, quand vous le voyez, il est moderne dans le traité, mais et les produits aussi sont joliment présentés, mais ce sont des produits du terroir, donc des produits traditionnels
traditionnel. Finalement, on a vraiment essayé d'être naturel, voilà, comme le Maroc l'est, avec ses contrastes, avec ses disparités, ce qui fait la richesse de notre pays finalement. Qu'est-ce qui fait d'après vous la particularité du pavillon marocain au sein de l'exposition, ou du moins des autres pavillons que vous avez eu l'occasion de visiter jusqu'à présent? Alors moi j'ai visité une vingtaine de pavillons jusque-là. Ce que je retiens du pavillon marocain, c'est qu'il a une véritable histoire. Alors il n'y a pas de jugement dedans, je ne dis pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais en tout cas il a la particularité de prendre le visiteur quand il arrive et de lui raconter une histoire tout au long de la visite. Il sait qu'il va faire un voyage, qu'il va découvrir des régions avec des produits, des senteurs, des odeurs, des bruits, des sons, etc. Et quand il sort de là, il a vraiment vécu un voyage. Les autres pavillons, même s'ils sont extrêmement riches en termes de contenu, en tout cas ceux que j'ai vus, finalement parlent de l'agriculture, partagent des choses, mais j'ai l'impression que c'est souvent une somme d'informations qu'on essaie de faire passer. Mais qu'on peut prendre dans un sens ou dans l'autre. Nous, notre pavillon, finalement, il ne peut être visité que dans un sens. Et d'ailleurs, vous le verrez, on ne peut pas faire marche arrière. Quand on rentre dans notre pavillon, on ne peut pas aller à droite, à gauche. Il y a un sens qui est prédéfini et qui raconte l'histoire. Et je pense que c'est un petit peu ça qui fait l'originalité du pavillon. D'après vous, quels sont les grands défis agricoles et climatiques auxquels le Maroc est confronté? Et quelles sont les pistes de réflexion ou les solutions que vous avez apportées dans ce pavillon? Nous, on a vraiment essayé de mettre le focus sur le terroir parce qu'on pense qu'on a une énorme richesse à partager. C'est aussi un défi social, c'est une agriculture solidaire, c'est ce qui fait travailler le rural. Et le message qu'on a essayé de faire passer, c'est qu'il faut continuer de faire ces efforts-là, même si ça peut sembler être économiquement moins intéressant que l'agriculture moderne, qui est travaillé d'ailleurs par ailleurs dans un autre pilier. Il est extrêmement important pour répondre justement à ce double enjeu qui est économique et social, de continuer de supporter l'agriculture solidaire, continuer de supporter nos petits producteurs. Nous avons des milliers de coopératives. On ne peut pas les laisser tomber, il faut continuer d'investir, il faut continuer notamment de les aider à produire, des choses de qualité et les aider surtout à valoriser leurs produits. Parce que si on veut que ça continue de marcher, il faut aider ces produits à se développer, à être vendus à l'étranger, parce que c'est là où la valorisation se passe. Tant qu'on les laisse cantonnés dans leur petite région à vendre parfois au vrac, ça ne peut pas marcher. Donc nous vraiment, et c'est vraiment le travail de l'ADA, et ils font un travail extraordinaire de ce côté-là, leur travail est vraiment de continuer de supporter ces coopératives et de les aider à valoriser leurs produits pour justement les faire sortir de la précarité dans laquelle ils peuvent se trouver. Et dernière question, donc comment le pavillon marocain a-t-il été financé? Alors la participation du Maroc a été financée donc par les fonds de l'État. Donc c'est un budget d'à peu près 10 millions d'euros qui est un budget, je dirais, qui n'est ni trop élevé ni trop bas. Disons que c'est le ticket d'entrée pour pouvoir avoir un pavillon individuel. Vous savez qu'il y a 145 pays. Il n'y a que 52 pavillons individuels. Les autres pays sont dans des clusters, donc par thématique ou par région. Et donc le Maroc a pris la décision délibérée d'avoir un pavillon individuel parce qu'on a estimé que c'était une meilleure manière de valoriser ce que nous avions à dire. Alors bien sûr, ça a un coût de 10 millions d'euros. Il faut compter à peu près 40% pour, disons, 40 et 30, donc 70% pour l'architecture et pour la scénographie, et à peu près 30% pour les frais de fonctionnement. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a une quarantaine de personnes qui travaillent à plein temps pendant 6 mois sur le pavillon pour faire tourner le pavillon, le concept store et la restauration.